Alors nous revoilà pour la deuxième vidéo. On va attaquer le reste des questions avec sur les sujets de la vie à bord et sur le voyage. Alors déjà une question sur les vivres. Comment est-ce qu'on a géré les vivres? Est-ce qu'on avait un planning des repas par jour? Comment faire des repas variés et équilibrés avec des produits qui doivent rester 20 jours en mer sans périmer? Et combien de repas est-ce qu'on avait prévu et d'où vient ce calcul? Alors, sur les vivres qu'on a pris, donc au niveau du frais, les fruits et légumes, globalement, il y en a beaucoup qui tiennent entre 10 jusqu'à 20 jours, on va dire, s'ils sont bien stockés, évidemment. Donc au début, on les avait mis dans les filets, puis on s'est rendu compte que si on a assez de place, s'ils sont stockés à l'ombre dans une cabine, dans des cagettes, ça les conserve encore mieux. Après, au niveau du choix des fruits, il ne faut pas prendre tout ce qui s'abîme vite, ça semble évident, mais par exemple les pêches, ça va moisir très rapidement, alors que les pommes et les poires, ça tient assez longtemps. On avait aussi pris beaucoup de charcuterie et de fromage, donc qui durent longtemps, pardon. Notamment aux Canaries, pas mal de jambons qui nous ont bien duré. Et ce qui est important en fait, c'est de se faire plaisir niveau bouffe, puisque c'est un peu le seul plaisir qu'on a en navigation et un gros sujet de conversation. Donc, donc on avait prévu des plats un peu sympas, les tartiflettes, des crêpes, des Welsh, confit de canard après, avec les compléments type bonbons et tout ce qui va bien pour se faire un peu plaisir. Voilà. Et alors par contre on n'avait pas prévu de repas au jour le jour, on avait simplement fait attention à tout ce qui est frais, à consommer le périssable rapidement en premier. Et après on improvisait un peu au jour le jour. On avait prévu de faire des repas faisables rapidement en cas de mauvais temps, typiquement des bonnes boîtes de conserve, type des cassoulets avec confit de canard, ce genre de choses qu'on affectionne particulièrement. Alors par contre il ne faut pas compter non plus sur la pêche, puisqu'il y a quand même des périodes assez longues où ça ne marche pas et on n'a pas de poisson. Il ne faut pas se dire qu'on va avoir tant de poissons par semaine, ça ne fonctionne pas. Et sur le barbecue aussi, il faut savoir qu'en navigation on s'en est pas du tout servi, puisque c'est pas trop possible avec les mouvements du bateau, à moins d'avoir vraiment de la pétole avec pas de mer du tout. On conseille aussi d'apprendre à faire du pain, puisque c'est très simple à faire et ça permet d'en avoir jusqu'au bout des grandes navigations. Ce qui est quand même assez cool. Et sur les quantités, on avait calculé environ sur une traversée de 20 jours, donc on avait pris 30% de marge, donc un calcul sur 25 jours. Et finalement on a eu à manger pour environ 3 mois, donc avec les féculents et les conserves notamment. Alors, comment se passe la gestion de l'eau? Quota journalier, combien de douches par semaine en moyenne? De quoi? Est-ce que vous faisiez des toilettes de chat à la lingette? Alors, déjà on va distinguer l'eau potable et l'eau douce, sachant que nous on buvait de l'eau en bouteille ou de l'eau qu'on remplissait avant, et l'eau des cuves d'eau on la buvait pas à moins de la faire bouillir, donc par exemple pour le thé. Donc on avait compté 2 litres d'eau en bouteille par personne et par jour. Voilà, sur une base de 25 ou 30 jours, je sais plus, quelque chose comme ça. On a 270 litres d'eau dans les cuves pour les traverser, et donc à 3 personnes, donc 3 adultes pardon, plus Lola, on a consommé un peu plus de la moitié. Donc on a vraiment été très très économe. C'est-à-dire qu'on faisait la vaisselle à l'eau de mer, et puis on rinçait la vaisselle avec un petit pulvérisateur de jardin, donc ça c'est très très efficace. En mer également on faisait des douches au seau, donc c'est pas un problème parce que l'eau est chaude, et puis on se rinçait également avec le pulvérisateur de jardin. Pareil s'il nous arrivait de faire des lessives. Voilà, on faisait une douche à peu près tous les 2 jours, sinon on était à la lingette. Voilà.
Et petite note concernant l'eau potable, donc au début on achetait beaucoup d'eau en bouteille, et puis en fait sur les conseils de plusieurs copains, on s'est mis à les remplir dans les marinas plutôt, donc ça a évité d'une part de générer trop de déchets plastiques, et puis en plus c'était vachement plus simple que de se taper la corvée d'eau et de bouger 200 kg d'eau avant les grandes naves. Donc voilà, on n'a eu aucun problème, même au Cap-Vert ou dans les Antilles, l'eau qu'on a eu dans les ports était toujours nickel. Et puis tous nos copains, aucun de nos copains a eu de problème non plus là-dessus. Pouvez-vous me donner des infos concernant la conception de votre système de récupération d'eau? Combien de litres en général, ou quel pourcentage de la ressource? Ou système très complexe. Donc en fait on a simplement mis un petit passe-coque en plastique dans le bimini. Ce qui se passe, c'est que notre bimini, il était homemade, donc il avait pas une forme en arceau très tendue comme sur les bimini classiques, mais plutôt assez lâche, donc il pochait pas mal. L'avantage, c'est qu'on arrivait à récolter de l'eau dans les grains, quelques litres minimum, jusqu'à le plus gros qu'on ait eu, c'est 35 litres en un seul grain. Donc voilà, c'est pas mal. En mer, la toile elle était tout le temps propre, donc l'eau était propre derrière, on la buvait sans aucun souci. Il y a pas mal de tutos en ligne pour faire son propre récupérateur d'eau. C'est une techno qui marche pas mal aux Antilles, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe du ciel, quoi. Alors ensuite, comment laviez-vous vos vêtements et en aviez-vous acheté dans des matériaux spécifiques, et comment les sécher quand il fait très humide? Alors globalement, nous on a fait essentiellement des lessives dans des laveries, puisqu'on en a trouvé absolument partout, et on a fait très peu de lessive à la main, notamment en mer. On a fait une lessive à la main par grande traversée, par transat. Ça fait qu'on était très économe en eau là-dessus, ça nous a pas posé de problème. Il y avait quand même les couches lavables de Lola à laver tous les 2 jours avant sa propreté. Donc là effectivement ça nous prenait un peu d'eau, mais ça nous a pas posé de problème sur l'eau. Voilà, et sur le séchage, effectivement ça met un peu de temps à sécher quand les vêtements sont salés. Mais on n'a pas eu trop de soucis, puisque dans les destinations globalement il y a pas mal de vent et il fait assez chaud, donc ça va très vite pour le séchage finalement. Alors une astuce, c'est de partir au niveau des draps. Les draps se salissent très vite puisqu'on ramène toujours du sel, donc la petite astuce, c'est de prendre plusieurs jeux de draps par cabine pour pouvoir les changer, notamment en milieu de traversée, ça fait toujours plaisir. Sur l'achat des vêtements, alors on conseille d'aller chez Decathlon, puisque c'est des vêtements qui craignent pas, il y en a partout, des magasins Decathlon, et voilà, c'est très accessible. Sur le voyage, nous on avait peu de vêtements, on a pris globalement des vêtements qui craignaient pas trop, puisqu'à la fin du voyage on a bien pu constater que le sel, la mer, le soleil, tout ça, ça fait que les vêtements sont bons presque à jeter à la fin du voyage. Alors ensuite, comment avez-vous géré les quarts de nuit, étant que 2 ou 3 selon les traversées à bord? Quid de la gestion du sommeil? Alors, donc il y a une façon de gérer l'écart par bateau, hein, chacun fait comme il préfère. Notre préférence, c'était de limiter au maximum le nombre de réveils, puisqu'on trouvait que c'était le pire moment de la nuit, le fait de se réveiller en pleine nuit pour aller prendre son quart. Donc on a décidé de diviser, quand on était un équipage de 2 personnes, on a divisé simplement la nuit en 2. Donc la première personne prenait de 20h à 2h, puis la deuxième de 2h à 7h, fait des quarts de 5-6 heures. Ce qui on a trouvé se fait très bien finalement. En pratique au large, donc quand il y a peu de trafic maritime, on dort par tranche de 20 minutes. Alors ces 20 minutes, ça vient du simple calcul de se dire que les bateaux qui vont le plus vite, donc les cargos, mettent environ 20 minutes pour atteindre notre bateau en cas de route de collision. Et donc ces 20 minutes-là étaient couverts par un réveil toutes les 20 minutes. Et lors de ces réveils-là, on fait un tour d'horizon, un check de l'AIS et un check des voiles et de tout ce qui va bien.
Ensuite sur le rythme des journées, donc ça fait que on avait des tranches de 5 heures la nuit pour dormir, on avait besoin de rattraper quand même un petit peu de sommeil dans la journée, et on se divisait globalement les journées par des quarts de jour finalement. Avec, le matin par exemple c'était Nico qui prenait en s'occupant de Lola, puis moi je faisais une sieste et l'inverse l'après-midi. Finalement ça fait qu'on a une vie plutôt en décalé en grande navigation, on se voit pas beaucoup. Et ce rythme là il se prend en général en 3 jours, on a constaté ça, que les 3 premiers jours sont quand même relativement fatigants. On a une fatigue physique due au sommeil et à l'habitude, au fait de prendre l'habitude de manier le bateau. Mais au bout de 3 jours, par contre, le corps s'y est fait et on est vraiment plus à l'aise après. Et à partir de 3 personnes, la gestion des quarts devient beaucoup plus simple aussi. On a constaté qu'on avait beaucoup moins de fatigue, du coup on dormait quand même environ 7 heures par nuit quand on avait notre équipier. Donc là, c'est vraiment le luxe au niveau fatigue. Alors, question suivante. Comment la vie à bord se passe-t-elle avec un enfant en bas âge? Conseils concernant les enfants de l'âge de votre petite fille, mesures de sécurité et surtout comment vivre les traversées de plusieurs jours sans lassitude. Donc globalement, comment ça se passe à bord? Ça se passe bien. Les enfants sont hyper adaptables, finalement beaucoup plus que nous, s'adapter au petit espace. Ils font ça en 2-2. Par exemple en grande navigation, Lola elle passait d'un état d'être à terre avec ses copines à être en mer sans aucun souci. Tant que les parents vont bien et ne stressent pas et montrent aucun signe de peur, l'enfant va bien. Donc de ce point de vue là, il n'y avait pas trop de problèmes. Il y a une vidéo par exemple où on est dans une mer assez formée, où Lola fait du toboggan dans le carré, tout va bien, tout se passe bien. D'un point de vue sécurité, alors ça peut faire peur, mais finalement c'est juste que c'est la sécurité en mer, ou ne pas tomber à la mer, c'est juste quelque chose, des notions auxquelles on n'est pas forcément habitué dans la vie de tous les jours. Un enfant dans une ville peut se faire écraser par une voiture en traversant une route. Là il n'y a pas de route, il faut faire gaffe à ce qu'il ne tombe pas à la mer. Donc c'est pas plus dangereux, c'est différent et on s'y habitue. Et la notion de sécurité rentre dans la tête de l'enfant sans aucun problème. Lola maintenant fait très attention à ne pas tomber dans l'eau. Et donc en pratique, quand on était au port, elle était libre de faire ce qu'elle veut, ou en navigation, également en navigation, s'il n'y avait pas trop de... s'il n'y avait pas de mer en fait. Par contre, dès qu'on est sous voile, on lui mettait le harnais, donc pas gilet de sauvetage, mais vraiment le harnais, l'enjeu c'est qu'elle ne tombe pas à la mer, il ne faut pas qu'elle tombe à la mer. Et là on était intransigeant là-dessus, sinon elle descendait. Voilà. Ensuite, on a rencontré quand même beaucoup de familles avec des enfants, donc ça c'était top. On aurait pu croire qu'elle était solitaire pendant tout le voyage, mais non en fait. Elle s'est fait une bande de copines et copains qui nous ont pas mal suivis, donc notamment Diga Dao et leurs 2 petites filles, donc ça c'était vraiment top. Donc voilà, vu que le trajet notamment sur une boucle atlantique est assez classique, ça permet de revoir les gens et que les enfants ne se sentent pas seuls. Voilà. Et ensuite concernant les grandes navigations, donc là Marion elle avait fait un truc pas bête, c'est qu'elle avait acheté plusieurs petits jouets, plusieurs petits cadeaux en fait qu'on donnait à Lola tous les 2 ou 3 jours, et donc c'est une petite motivation, ça permettait de passer le temps. Faut dire qu'on a regardé aussi pas mal de dessins animés, donc voilà, les principes de ne pas mettre l'enfant devant l'écran, on les a mis entre parenthèses pendant 1 an, c'est pas trop méchant. Voilà, donc au final c'est c'est super de partir avec son enfant, c'est extrêmement gratifiant, on est très content de l'avoir fait. Ça prend beaucoup d'énergie aussi, faut en être conscient, mais voilà, ça se fait très bien. Voilà. Et dernier petit ajout, quand l'enfant est plus grand, donc il faut lui faire l'école, et ça aussi il ne faut pas sous-estimer la tâche qui peut prendre pas mal de temps aussi. Alors, dernière question vie à bord. Avez-vous été dérangé par les moustiques et autres insectes? Et quelle solution? Des moustiques, oui, il peut y en avoir pas mal à certains endroits aux Antilles. Il y a des zones de mangrove, donc il y a des moustiques. Ce qu'on a fait en fait, comme pas mal de bateaux, c'est mettre des moustiquaires. Donc il y a des systèmes tout cons qui existent, où c'est des bandes velcro autocollantes qu'on peut accrocher autour des hublots, et puis en fait il suffit d'acheter des mètres de tissu à moustiquaire qu'on découpe et qu'on plaque sur les hublots. Il y en a un juste au-dessus par exemple,
et ça marche très très bien. Alors, première question de la dernière partie qui va concerner le voyage. Donc, quel niveau et expérience aviez-vous en voile? Alors, du côté de Nico, il a beaucoup navigué étant petit et adolescent sur le bateau familial, donc il était en tant qu'équipier. Et moi, de mon côté, je connaissais pas le milieu de la voile avant il y a 6 ou 7 ans. Donc avec Nico, je m'y suis mise avec Nico, on a commencé avec des locations de petits voiliers, puis on a acheté un premier voilier de 8 mètres, un Trident 80. On l'a gardé assez peu de temps avant d'acheter le 34-2 pour faire les vacances en famille, les petites vacances. Et c'est comme ça que j'ai pu me mettre à la voile. Alors, en termes d'expérience, il y a des gens qui avaient moins d'expérience que nous, donc on peut partir avec peu d'expérience. Bon, il y avait aussi pas mal de gens qui avaient beaucoup d'expérience, notamment dans les régates. Ça, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissaient très bien en réglage fin. Alors ensuite, ce qui est pratique avec cette boucle atlantique, c'est que c'est un voyage qui est très progressif en termes de durée de navigation. Puisqu'on commence avec le golfe de Gascogne qui fait 2 à 3 jours, puis jusqu'à Madère, jusqu'aux Canaries, tout ça à chaque fois ça fait des durées de navigation qui vont en crescendo, jusqu'à la Transat qui va faire dans les 3 semaines. Donc c'est assez confort finalement de se dire qu'on va commencer, qu'on va faire petit à petit la montée en compétence, on va dire, en longue navigation. Voilà. Et en parallèle, on rencontre énormément de gens aussi pendant le voyage avec qui on partage les expériences et ces discussions sont vraiment source d'idées, de choses qui nous apportent beaucoup d'expérience pour la navigation et la vie à bord, tout sujet confondu. Et donc finalement, le plus dur dans cette boucle atlantique, ce qu'on s'est dit avec Nico, c'était de larguer les amarres et de prendre la décision de partir. On a vraiment senti cette barrière psychologique à se dire qu'on allait partir, puisque effectivement quand on se retrouve au milieu de l'Atlantique, on est hors de portée des secours directement, donc ça peut bloquer la décision, mais une fois parti, on l'a pas regretté, et puis on trouve que globalement c'est une boucle qui a des conditions assez clémentes, avec cette progression des durées de navigation, les alizés, c'est quand même une boucle assez accessible. Et avec l'expérience partagée avec tous ces bateaux copains qui nous rassurent de navigation en navigation, c'est vraiment idéal pour commencer dans ce genre de grand voyage. Donc voilà, allez-y, foncez, n'hésitez pas, et on le regrette pas. Alors maintenant une question budget. Donc comment avez-vous budgétisé ce projet? Le budget a-t-il été respecté? Sinon quels écarts et pourquoi? Alors en fait, une fois que le bateau est prêt, le voyage en lui-même coûte pas très cher. Bon alors après ça dépend de la façon dont on vit, hein. Mais nous, donc pour 3 personnes, en lycée sur l'année, on était à peu près à 1700 € par mois, donc 20 000 € en tout. Donc sans faire de folie, mais non plus sans trop se réfréner. Donc les postes de dépenses principaux qu'on avait, donc c'était les ports. Alors pendant la descente et puis à partir des Açores, pas aux Antilles. Alors nous, ce poste de dépense là il était vraiment très faible parce qu'on avait un petit bateau, donc ça nous coûtait rien du tout. La nourriture, alors elle par contre qui est très chère aux Antilles et qui compense largement les non-dépenses des ports. Ensuite, tout ce qui était sortie, donc resto et bar, donc nous c'était notre gros poste de dépense et c'est là qu'il fallait un petit peu se réfréner, sinon on serait allé au resto tous les soirs. Puis les visites et location de voiture, et également l'entretien du bateau, donc prévoir deux gros postes de dépenses, enfin un avant chaque transat en fait, parce que le bateau, juste avant de partir, effectivement on fait les derniers petits coups de travaux qu'on n'a pas eu le temps de faire avant le grand départ, ou alors on répare des éventuelles pièces qui ont cassé. Voilà, donc le budget a été à peu près respecté, et puis voilà quoi, ça tient. Ensuite, combien de temps à l'avance aviez-vous prévu de réaliser ce projet et quelles sont les grandes étapes préparatoires? Alors pour nous, on avait eu l'idée du projet 2 ans avant de partir, mais c'est largement faisable en moins de temps. Il y a beaucoup de gens qui prennent 1 an de préparation seulement. Voilà.
Les grandes étapes, ça a été d'équiper le bateau. On l'a fait très progressivement puisqu'on n'habitait pas à l'époque à côté du port de La Rochelle. Donc on l'a fait sur des week-ends, donc c'était assez long. Donc on a pris le temps pour équiper le bateau. Et une autre étape de préparation, plus sur le côté navigation pour nous, ça a été de traverser le golfe de Gascogne une première fois l'été d'avant le départ pour aller faire des vacances dans le Pays Basque. Et donc ça c'était l'occasion de faire notamment une navigation de nuit que moi pour ma part j'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter. Et c'était également l'occasion de tester la vie à bord pendant un mois complet. Comment êtes-vous organisé d'un point de vue professionnel, prise d'une année sabbatique, allez-vous retravailler après? Alors, on est 2 ingénieurs dans un grand groupe industriel en région parisienne. Donc on habitait en région parisienne. On a pris un congé sabbatique donc, dans cette entreprise-là, chacun. On a pu prendre ces 11 mois de congé sabbatique en temps normal, hors Covid on va dire, et on a complété avec 2 mois sans solde. Et pour notre retour au boulot, en fait on a profité de ce voyage pour changer de région et de travail. Donc on déménage à La Rochelle et justement on a mis pas mal de temps pendant le voyage à passer des entretiens, postuler à des offres et chercher du travail. Notamment aux Antilles et pendant la quarantaine à Saint-Vincent-les-Grenadines, donc, et d'autres endroits aussi. Et toute la problématique c'était de trouver assez de réseau pour passer ces entretiens, c'était assez folklore. Mais voilà, donc là on a réussi, on s'installe enfin à notre nouveau port d'attache La Rochelle. Alors, aviez-vous suivi une préparation physique avant la traversée? J'ai compris que la charge mentale était importante lorsque vous étiez en pleine tempête. Alors préparation physique, non, pas particulièrement. Bon, on était plutôt en forme, mais voilà, pas de préparation particulière. Comme disait Marion, le voyage est très progressif, donc dans tous les cas, voilà, on a du temps pour s'habituer aux conditions de la vie sur le bateau. Et donc durant le voyage, on a croisé des gens d'à peu près tous les âges, donc des jeunes qui venaient de commencer leur carrière professionnelle et des gens plus âgés qui étaient à la retraite. Donc voilà, on croise de tout. Niveau préparation, alors on avait prévu de faire un stage de sécurité en mer avant de partir, qui hélas qui a été annulé à cause du Covid. Donc si vous pouvez le faire, je pense que c'est mieux. C'est quand même intéressant de découvrir tous les équipements de sécurité avant de devoir s'en servir véritablement en mer. Et puis sinon, lors des traversées, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les 2-3 premiers jours sont un petit peu difficiles et puis le corps s'habitue, on prend le rythme et puis ça le fait bien quoi. Donc globalement, je pense que tout le monde peut faire ce voyage. Quelqu'un qui a une forme, on va dire, classique peut partir sans aucun souci. Alors, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés et pas mis dans les vidéos? Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, on a réfléchi, on en a trouvé 3. Donc le premier, c'est que on a des copains. Alors un indice, ils ont un bateau en acier, 2 mâts, et on les voit pas mal sur nos vidéos, qui au mouillage nous sont quasiment rentrés dedans et nous ont arraché le barbecue. Donc voilà, ça a été un sujet de conversation pendant quelques semaines, voire jusqu'à la fin du voyage. Voilà, ça s'est passé à Saint-Vincent-les-Grenadines. Deuxième problème qu'on a eu qui était pas marrant, c'est que on a recréé le naufrage de l'Erika alors qu'on était aux Grenadines, à savoir que le tanker des toilettes s'est bouché, et là ça a été la catastrophe. Voilà, donc ça c'est une expérience que je souhaite à personne, mais qui hélas arrive assez régulièrement, les chiottes qui se bouchent et devoir déboucher tout ça à la mano, donc là ça c'était pas très marrant. Et dernier point, notre annexe qui s'est révélée un petit peu fuyarde, et à chaque fois que j'essayais de la réparer, la fuite était de pire en pire en fait. Et le top du top, c'était à Pointe-à-Pitre en fait. J'avais décidé de prendre le taureau par les cornes et donc de faire vraiment une grosse session réparation de l'annexe. Donc on l'avait sorti de l'eau, on l'a mise sur le ponton pendant 3 jours.
Et donc excellente idée, le ponton, enfin ça je me suis rendu compte après, le ponton est en béton, donc le béton il devait être à 40 degrés à peu près alors que l'annexe normalement elle est dans l'eau. Et donc en fait ça a fait fondre la colle PVC, donc j'ai réparé avec une petite rustine mon trou, puis le trou qu'il y avait, puis en fait derrière il y a la colle de tout le boudin qui s'est complètement délaminé, et donc l'annexe, voilà, l'annexe c'est vidé comme une grosse daube en fait, et donc voilà, elle est en train de mourir voilà, devant le bateau là, mais bon voilà, elle aura fini sa belle carrière avec notre voyage. Alors, au cours de ce périple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ne s'est pas du tout passé comme prévu, aussi bien en positif qu'en négatif? Qu'avez-vous retiré de cette expérience? Alors, pour les plus, de notre côté, on a beaucoup apprécié voyager lentement. On a un rythme de voyage qui n'a rien à voir avec ce à quoi on est habitué, à savoir prendre l'avion, débarquer quelque part avec un tout autre climat et ne pas avoir de transition. Donc là, on a vraiment le temps d'apprécier, c'est le cas de le dire, avec une transat de 3 semaines, on a vraiment le temps, mais on change, on sent les petits changements arriver tout doucement et c'est très appréciable. On aurait du mal à se remettre dans un mode rapide maintenant. On a aussi, côté plus, on a beaucoup apprécié aussi les relations sociales qui sont extrêmement faciles dans ce milieu-là. Sur les pontons ou au mouillage, partout, c'est très très facile de briser la glace, ça va très vite. Et comme on se suit de destination en destination, les liens restent très forts finalement, donc on a pu construire de belles amitiés pendant ce voyage. Et puis aussi on a eu beaucoup de chance de ne pas annuler ce voyage, sachant le contexte avec le Covid. On a eu raison de maintenir puisqu'on s'est retrouvé dans des destinations sans aucun touriste. Il y avait très très peu de monde, donc on était vraiment privilégiés cette année-là pour visiter les endroits, et il y avait finalement très peu de contraintes liées au Covid. Bon, on a visité moins d'îles que ce qu'on aurait pu faire une autre année, puisqu'il y avait des quarantaines ou des tests PCR à faire à chaque fois, mais c'était un moindre mal vraiment par rapport à la chance qu'on a eue liée à cette année. Côté moins, ce qu'on a moins apprécié, c'était qu'on était pressé lors de la descente sur les côtes en Europe pour respecter la date de départ de l'arc en transat notamment. On s'est senti, c'était assez stressant finalement de se dire qu'à telle date on devait absolument être aux Canaries. On a quand même pu visiter le Portugal, l'Espagne, mais je pense que si on avait été sans l'arc, on aurait pris plus de temps. On n'aurait pas eu cette deadline à respecter. Ce qu'on a moins aimé aussi, c'est la durée passée aux Antilles, puisqu'on a passé 4 à 5 mois là-bas. Et finalement, on a trouvé que d'île en île, bon, il y a toujours des différences, mais que l'arc des petites Antilles, ça reste assez monotone, entre guillemets. Et on avait, au bout d'un moment, c'est très appréciable d'être là-bas, c'est vraiment magnifique, mais au bout d'un moment, on avait envie de repartir. Il y avait cette envie de renaviguer aussi, et de retourner en Europe en quelque sorte. Il y avait des moments aux Antilles où il y avait beaucoup de vent, c'était assez fatigant puisque cette année apparemment il y avait des alizés assez fortes. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a eu le souci de ne voir ni famille ni amis pendant toute l'année. Donc on avait envie de les retrouver aussi au bout d'un moment. Donc au final, ce qu'on a retiré de cette expérience, déjà c'est qu'on a envie de repartir. On a attrapé un petit peu le virus du grand voyage. Ensuite, ça nous a appris la capacité à garder la tête froide en situation complexe en mer, ce qui est pas rien. Et puis je dirais que sur le retour à la vie entre guillemets normale à terre, on a un certain recul sur la société de consommation, sur le fait qu'on a énormément de choses. On a appris à vivre avec très peu pendant cette année, donc on va peut-être diminuer notre train de vie sur certaines choses après cette belle expérience. Et encore une fois, sur la vie sociale, sur le côté rencontre facile, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très facile de briser les barrières, et on a envie que ça continue un petit peu dans notre vie terrienne.
Quels sont les lieux que vous avez préférés et les moins agréables à visiter? Entre parenthèses, aspect administratif, accueil, prix. Dur. Globalement, tout était très bien. Après, on va dire que les gros coups de cœur ont été déjà la Galice. C'est le premier pays étranger qu'on a croisé, qu'on a rencontré. On a adoré Lisbonne. Le fait de rentrer dans la capitale mais par la mer et non pas via un aéroport, ça c'était une expérience qui nous a énormément plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller à la Marina du Fond, là, parquet d'Anaçoès ou dos Naçoès. C'est vraiment super sympa, il y a une petite ambiance ponton ultra chouette, enfin, on a adoré. Le Cap-Vert, ou du moins le peu qu'on en a vu, on est resté une petite dizaine de jours à cause de l'arc, enfin à cause de l'arc parce que du coup on avait un stop qui était millimétré. Pas mal de gens y passent plus de temps que nous, un bon mois, je pense que c'est une bonne idée, je pense aussi qu'on y retournera. C'est un archipel de 7 îles je crois, et ça a l'air vraiment génial, donc nous on n'en a fait qu'une, on y aurait bien passé plus de temps. Aux Antilles, les Antilles c'est quand même très chouette, hein. Évidemment les Grenadines on a adoré, avec une mention spéciale à Cumberland, à Saint-Vincent. Donc c'est à dire que après avoir passé plusieurs semaines dans les îles paradisiaques, donc paradisiaques, sable blanc, cocotier, etc., mais finalement sans trop de vie et puis avec pas grand chose si ce n'est des poissons et des noix de coco, on est allé donc à Cumberland, où là c'est des Corigny Jones, c'est de la jungle, c'est des cascades, c'est des plantations énormes et tout, c'est vraiment super, vraiment on a adoré cet endroit là. On a beaucoup aimé la Guadeloupe également, et puis au final, et enfin pardon, les Açores. Donc après avoir fait 4 mois à 5 mois d'Antilles, les Açores, on arrive dans un espèce de petit paradis vert, on retrouve la bonne bouffe européenne, les bons produits, on a adoré cet endroit. Voilà. Et au niveau des endroits qu'on a le moins aimé, en fait, finalement il y a eu qu'une seule mauvaise expérience, ça a été Sainte-Lucie, où là, on s'est fait un peu harceler par des boybots. Là, c'est des gens qui sont en canot et qui veulent de l'argent pour nous aider à nous amarrer. Alors nous aider à nous amarrer, c'est prendre le bout et faire clac au-dessus de la bouée, sachant qu'on l'a fait pendant 6 mois avant. Bon voilà. Pareil, les autorités nous ont un petit peu mis des bâtons dans les roues, ont forcé par exemple nos copains d'Igadao à partir d'un mouillage pour aller dans le mouillage officiel où il y a tous les touristes. Bon, ça nous a pas trop plu, et donc en fait on s'est barré plus tôt que prévu, on est parti directement en Guadeloupe. Voilà. Ensuite, avez-vous des lectures à conseiller? Pas vraiment de livres en particulier. Il y a toujours le cours des Glénans qui peut être utile, hein, mais... ce qu'on conseille, c'est surtout de prendre suffisamment de livres, puisque c'est la grosse activité pendant les longues traversées. Nous, on avait une kobo chacun, une liseuse chacun, ce qui est très pratique pour éviter d'avoir trop de poids de livres. Et puis ce qu'on conseille également, c'est de prendre toute la doc technique du bateau, puisqu'il y a plein de situations où ça nous a énormément servi. Alors, avant-dernière question. Bonjour, quels sont les équipements vidéo et audio que vous utilisez? Donc on va vous les donner pour pas que vous preniez les mêmes. C'est-à-dire que nous c'était assez cheap, hein. On a utilisé nos téléphones portables, un vieux caméscope et une caméra sous-marine pas chère. Donc à refaire, on investirait dans une GoPro, on a pas mal de copains qui avaient ça, et la qualité est incomparable, c'est-à-dire que nous, nos vidéos, elles souffrent de 3 problèmes principaux, j'ai tendance à dire, ou 4, on va voir. Déjà les couleurs sont assez fades, ensuite quand on tient la caméra en main ou le téléphone ça vibre, et les GoPro, ou du moins les caméras un petit peu high level on va dire, ont un stabilisateur d'image, donc ça c'est quand même top. Ça permet également de filtrer le bruit du vent. Nous dans pas mal de nos vidéos il y a le bruit du vent qui est très fort, donc ça c'est un petit peu chiant. Et puis dernier point, au niveau de nos vidéos sous l'eau, nos vidéos sont globalement bleues alors que quand on regardait sur les caméras des copains, il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc bon voilà.
Et puis, dernier élément de réponse, pour le montage, on utilisait le logiciel Shotcut, qui a le mérite d'exister et d'être gratuit, qui est assez difficile à prendre en main, mais au final, on peut tout faire avec. Voilà. Et donc enfin, la dernière question, quel est votre futur projet de navigation? Et ben, donc déjà, on pense refaire un grand voyage, on verra quand, mais dans 7 ou 10 ans. Voilà, ça nous botte vachement. Comme disait Marion, on a mis le pied dans la porte et puis ben, maintenant on a le virus, quoi, donc on repartira, ça c'est clair. Et puis en attendant, on a rencontré des gens qui nous ont convaincus de faire le nord de l'Europe. Sous format vacances d'été en fait, de bouger, donc par exemple faire l'Irlande, l'Écosse, la mer Baltique, et donc un petit peu dans le format d'amener le bateau quelque part, puis de le laisser et de le bouger en fait d'année en année comme ça se fait plutôt bien, et puis ça a l'air vraiment super chouette. Voilà, donc le voyage qu'on a fait cette année a eu le mérite de nous permettre maintenant de nous apprendre à naviguer de nuit, et donc du coup les distances sont vraiment considérablement raccourcies en bateau. Elles ont été multipliées par 3 parce qu'au lieu de faire des journées de 8 heures, maintenant faire des journées de 24 voire 48 heures, enfin des naves de 48 heures, aucun problème. Donc ça c'est vraiment top. Pourquoi pas dans un futur moyen terme faire la Méditerranée sur plusieurs mois. On avait hésité, mais le contexte géopolitique n'était pas hyper favorable. Donc voilà, à voir, à suivre, mais en tout cas, c'est clair qu'on repartira. Et donc là, on est en fin août, début septembre. La promotion Grand Voyage 2021-2022 est en train de partir, et donc on leur souhaite bon vent.